Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à ce nouveau webinaire donc consacré au groupement d'énergie dont vous faites tous partie. Pour mémoire, vous êtes 230 adhérents, membres du groupement d'achat d'énergie élec et gaz. Bien évidemment, au sommaire, on a un ordre du jour qui est assez dense. Donc le sommaire, je vous laisse le découvrir. Peut-être peux-tu l'introduire toi, Romain, Oui, étant entendu évidemment quand même mais vous avez l'habitude, les petites instructions habituelles, c'est-à-dire vous interviendrez en fin de webinaire pour les questions-réponses. Si vous pouvez évidemment utiliser le chat qui est dans la conversation. Et par ailleurs, et comme d'habitude, on enregistre, ce webinaire est enregistré et il sera mis en ligne sur le site de TE44 ainsi que la présentation, le support diaporama. À toi de jouer, Romain. Merci. parfait. Merci Isabelle. Donc, comme d'habitude, on va débuter par l'introduction et les actualités et les perspectives du marché de l'énergie par Antoine, notre AMO stratégie en achat d'énergie. Puis ensuite, on va suivre le déroulé qui vous a été présenté dans l'invitation que vous avez reçue, notamment un focus sur les actualités réglementaires où il y a eu beaucoup d'informations dans les médias, presse écrite, radio, etc., sur les évolutions des taxes et de l'acheminement. Ensuite, on fera un focus sur l'impact des budgets des collectivités et des autres membres du groupement d'achat. Puis, une petite point étape sur les prix en construction pour les années 2026 à 2027. Un petit bilan de la campagne d'optimisation tarifaire qui a été effectuée en 2024 et le planning pour celle de 2025. Et on finira sur un point d'avancement sur le CADER, notre contrat d'achat direct en énergie renouvelable. On vous avait fait une petite présentation l'année dernière et là, on vous fait un point étape sur ce projet innovant. Et du coup, je laisse la main à Antoine. Bonjour à tous. Donc on va passer en revue donc l'évolution des prix de marché du gaz naturel et de l'électricité. Donc on va démarrer par les prix du gaz. Alors peut-être en introduction, vous avez sous les yeux le graphique qui représente l'évolution des prix de marché pour la livraison de gaz naturel en France en 2026 en vert, 2027 en bleu et 2028 en noir. Et c'est une évolution donc depuis le 1er juillet dernier. Donc le premier constat qu'on peut faire par rapport à au dernier webinaire, c'est que on a des prix qui sont donc beaucoup plus bas que durant la crise énergétique, hein. Il faut rappeler que on avait eu des pics à 300 euros par mégawattheure au plus fort de la crise énergétique en 2022. Alors c'est vrai que les prix ont fortement baissé depuis, mais pour autant, on n'est pas revenu au niveau de prix de marché que l'on avait avant la crise. Pourquoi? Parce que le paradigme a complètement changé. C'est-à-dire que avant la crise, on était l'Europe avait comme principal fournisseur de gaz la Russie. Le marché européen était très bien approvisionné. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas de crainte par rapport à la sécurité d'approvisionnement, mais on a beaucoup moins de gaz russe qui arrive. Et en remplacement, eh bien, c'est le GNL américain qui a pris le relais, hein, le gaz naturel liquéfié américain. Alors, il y a deux constats par rapport à ça. Le premier, c'est que le coût de production du GNL américain est plus cher que le gaz russe, donc les prix sont de ce fait plus élevés qu'avant. Et puis, autre constat, c'est que le gaz russe que l'on n'a plus n'a pas été complètement compensé par le GNL américain aussi. Donc, il y a la balance offre-demande reste toujours assez fragile et plus déséquilibrée qu'avant crise, où on avait des prix qui étaient plutôt de l'ordre de 15 à 20 euros par mégawattheure. Là, vous voyez, on est sur le produit calendaire 2026, on oscille entre 32 et 44 euros par mégawattheure. Donc, si on se focalise sur les derniers événements, donc on peut voir qu'en 2024, les prix du gaz ont légèrement, enfin, on a plutôt une tendance haussière quand même. Alors pour différentes raisons, hein, les prix du CO2 assez soutenus. Et à partir de l'hiver aussi, c'est à partir de là qu'on a une volatilité plus importante à la hausse. À la différence de l'hiver dernier, cet hiver a été un peu plus compliqué. Non pas qu'il ait fait très froid, mais on a eu beaucoup moins de production éolienne, d'électricité que l'année dernière.
Donc, il a fallu compenser l'électricité qui n'a pas été produite à partir du vent. Il a fallu la compenser par une utilisation de gaz plus importante pour la production d'électricité. Donc, ce qui a augmenté la demande. À la fin de l'année, la Russie a annoncé donc la fin du transit de gaz via l'Ukraine. On avait encore un petit peu de gaz qui arrivait hein, depuis la Russie via un gazoduc qui traverse l'Ukraine. Eh bien, depuis le 1er janvier 2025, on n'a plus cette manne. Donc là aussi, l'offre réduite qui a pour conséquence une augmentation des prix. Et puis à la fin de l'année, avec aussi l'arrivée de l'hiver, on a eu une pointe donc à 44 euros par mégawattheure, qui est aussi le résultat de vagues d'achats spéculatifs, hein, parce que maintenant on est sur des marchés analogues aux marchés financiers, donc on a aussi beaucoup de spéculation. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui ont parié sur une hausse, donc ont pris des positions pour les revendre ensuite. Et c'est ce qui s'est passé lorsque les marchés ont amorcé leur baisse là à partir de février, où donc suite à des perspectives d'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, on a une forme d'optimisme qui est revenu sur ces marchés euh, par rapport à un possible approvisionnement complémentaire de gaz russe plus important. Alors, pour l'instant, rien n'est acté hein, dans ce cadre-là, hein, mais c'est vrai que les acteurs de marché sont un peu plus optimistes. Et donc, les prix ont baissé aussi parce qu'à la fin là, on arrive en fin d'hiver, le marché du gaz est toujours très bien approvisionné, alors que la demande est un peu plus faible parce que les températures sont globalement un peu plus élevés qu'au cœur de l'hiver. Et avant de passer à l'électricité, deuxième constat qu'on peut faire sur ce graphique, c'est que le 2027, les prix aujourd'hui pour une livraison 2027 et 2028 sont moins chers que 2026. Pourquoi? Parce que le marché anticipe qu'à ces horizons-là, eh bien, les capacités de production du gaz naturel liquéfié américain, mais également du Qatar, vont être beaucoup plus importantes, hein. Il y a des projets d'augmentation de ces capacités, donc le marché mondial devrait être mieux approvisionné, mieux fourni, et donc le marché anticipe ça avec des prix plus bas sur du long terme. Voilà, et puis sur l'électricité, là on passe à l'électricité, donc la configuration est à peu près la même, enfin en tout cas la représentation graphique, hein, c'est la même chose, vous avez toujours la courbe en vert qui représente 2026. Alors c'est vrai qu'historiquement on a une corrélation des prix de l'électricité avec le gaz, hein. L'électricité donc suit globalement l'évolution des prix du gaz. C'est un petit peu moins vrai depuis 2024, spécifiquement pour la France, même si vous voyez qu'il y a toujours des évolutions assez similaires, mais globalement, là où le gaz était plutôt haussier, les prix de marché de l'électricité France sont globalement assez stables. Et ça, alors pour quelle raison? Parce que est stable à des niveaux plutôt bas, enfin, plutôt très bas, même si, comme sur le gaz, on n'est pas revenu au niveau de prix qu'on avait avant crise, hein, qui était plutôt autour de 50 euros par mégawattheure, on n'y est pas. Mais on a des prix quand même qui sont favorables parce qu'on bénéficie en France du talon, du talon nucléaire, hein, de la production nucléaire, qui a un coût de production relativement favorable, donc autour de 60 euros par mégawattheure. Et donc, le nucléaire représente à peu près 70% du mix électrique en France, un peu moins, et le gaz ne représente, lui, que 6%. Donc, forcément, l'impact du gaz est plus limité que dans d'autres pays européens. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette stabilité. Et donc, l'évolution, vous voyez, là, on a une corrélation avec le gaz. À un moment donné, on a eu des maintenances en septembre sur le réseau, ce qui fait qu'on a moins exporté. Et donc, on a bénéficié encore davantage de nos conditions de production favorables. Et puis, si on se focalise sur ce qui s'est passé tout récemment, c'est vrai qu'on a le pic à 75 euros, hein, analogue à celui du gaz, et puis ensuite une baisse des prix assez importante pour rejoindre des prix plus proches de 60 euros par mégawattheure. Et 60 euros par mégawattheure, c'est le coût de production du nucléaire, du nucléaire français, estimé par le régulateur, hein, la CRE, la commission de régulation, euh, récemment donc par rapport à ce coût de production. Donc on a un niveau de support lié à ce coût de production nucléaire qui est assez fort. Ça va être compliqué, en tout cas à court terme, d'avoir des prix nettement moins chers que ces niveaux-là, même si c'est pas impossible. Mais c'est vrai qu'à la différence d'autres pays européens, on a quand même des prix qui sont très intéressants. On a après un prix de marché qui est par exemple 20 euros moins cher que le prix en Allemagne, par exemple.
Alors, au niveau des perspectives, c'est vrai qu'on est. Alors, le marché du gaz a été globalement haussier malgré la baisse de ces dernières semaines. Mais globalement, il y a quand même un risque de hausse sur l'année 2025, peut-être un peu plus fort, un peu plus probable que les perspectives de baisse. Pourquoi? Parce que donc vous avez donc le contexte géopolitique, même s'il peut déboucher sur des décisions favorables, il y a la fragilité de ce contexte fait que on n'est pas à l'abri de décisions qui augmentent, qui est pour conséquence une augmentation de la prime de risque et donc une augmentation des prix. Il faut voir aussi, c'est pas forcément marqué là dans les points, mais que à partir du 1er avril, eh bien, on entre en été. Alors on se dit, il y a moins de demandes, c'est très bien, mais c'est un petit peu trompeur parce que ce qui se passe au 1er avril, c'est que les stocks, on commence à remplir les stocks en Europe. Les stocks de gaz en Europe, on commence à les remplir. Donc on a une demande qui est quand même importante pour ça. Euh, à une période où on a aussi une offre peut-être un peu plus restreinte, puisque les fournisseurs de gaz européens, donc la Norvège ou les États-Unis, les producteurs vont procéder à des maintenances sur leurs champs de production ou sur leurs installations GNL, ce qui fait que l'offre va être un petit peu plus restreinte, alors que la demande elle va baisser parce que les températures sont plus élevées, mais en parallèle, comme il faut remplir les stocks, il y a quand même du gaz qui va être mobilisé pour ça. Donc souvent, c'est vrai qu'à partir du mois d'avril, on a un, un rebond au niveau des prix lié à ça. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais il faut être assez vigilant par rapport à ça, ce qui peut entraîner une hausse. Et à l'inverse, si le contexte géopolitique débouche sur des issues favorables, hein, par exemple un approvisionnement effectif de gaz depuis la Russie plus important par les pipelines, là, dans ce cas-là, forcément, il y aurait une offre plus importante sur le marché et on peut retrouver des prix beaucoup plus favorables à horizon 2025. Mais en termes de probabilité, c'est vrai que le potentiel de baisse est peut-être un petit peu moins probable que le risque à la hausse. L'amplitude à la baisse est aussi moins importante. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faille forcément couvrir toutes vos positions sur 26 et 27, hein, parce que si on avait tout le temps raison, ce serait trop simple. Mais ça justifie, comme on a pu le faire, quand même de se couvrir partiellement de façon assez importante pour couvrir ce risque haussier. Et sur l'électricité, donc on a le même constat avec peut-être une amplitude à la hausse un peu plus importante parce que, eh bien, comme on est comme sur le gaz naturel, le EDF en l'occurrence, hein, peut mettre ses centrales en maintenance, c'est très souvent le cas, ce qui fait qu'on peut être en été un peu plus dépendant du gaz par rapport à l'équilibre du réseau électrique. Donc si le gaz a une importance un peu plus forte dans l'établissement des prix de l'électricité, on peut avoir une remontée des prix un peu plus importante. Alors que le potentiel de baisse, on l'a dit, hein, il est assez limité parce qu'on est très proche du coût de production nucléaire et qu'à un moment donné, si les prix sont trop bas, est-ce qu'EDF va continuer à mettre sur le marché des capacités de production s'il il ne gagne pas d'argent? Rien n'est moins sûr. Alors après, c'est pas totalement exclu. Encore une fois, hein, il est déjà arrivé que les prix de marché soient plus bas que les coûts de production nucléaire, mais le potentiel nous semble assez limité. Donc là aussi, la situation actuelle, donc des prix intéressants et un risque à la hausse qu'il ne faut pas négliger, justifie des prises de position, alors pas totales, mais en tout cas importantes sur les échéances 2026 et 2027. Voilà, et puis pour terminer donc par rapport au gaz, hein, un rappel aussi de l'évolution des prix. Donc je vous parlais tout à l'heure en 2022 de pic à 300 euros du mégawattheure sur le gaz. Donc vous retrouvez en fait l'évolution des prix donc par année. Donc ça fait 2 ans qu'on a un prix qui est globalement stable autour de 35-40 euros du mégawattheure. 2021 était à peu près à ce niveau-là, mais la moyenne 2021 et vous voyez l'évolution de la courbe. Au début de l'année, on était à 20 et à la fin de l'année, on avait des pics très importants. Donc, quand on vous disait que les prix actuels ne reflètent pas la situation d'avant-crise, si on regarde la moyenne 2020 n'apparaît pas, mais la moyenne 2020, on était à peu près à 15 euros du mégawattheure. Donc, la situation ayant changé, euh,
on n'est pas revenu à ces niveaux-là. Ce sera peut-être le cas à horizon 28-29 si on a énormément de capacité de production de GNL ou si on a de nouveau du gaz russe suite à l'évolution des conflits, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et sur l'électricité, donc même constat. Donc là, on avait eu un peu un pic, vous voyez, à plus de 1000 euros par mégawattheure au plus fort de la crise. Avec le gaz, le prix a diminué donc progressivement. Et en plus, en France spécifiquement, la baisse a été également alimentée par une production nucléaire qui est très performante ces 2 dernières années et qui est aussi rassurante puisque les dernières annonces d'EDF concernant la production nucléaire, avec notamment la mise en route de Flamanville, les chiffres sont très bons, donc ils participent à une baisse de marché plus importante en France que dans les autres pays européens, encore une fois. Mais là non plus, on n'est pas revenu au niveau d'avant-crise qui était plutôt de l'ordre de entre 45 et 50 euros par mégawattheure en 2019-2020. Parfait. Merci Antoine pour toutes ces précisions, qu'elles soient techniques et géopolitiques, pour comprendre que ce qu'on peut entendre dans la presse, un retour à la normale et une très forte baisse des prix, comparé à ce qu'évoquait Antoine, on n'est pas revenu à l'avant-crise et en fait tout le paradigme et l'équilibre offre-demande et approvisionnement de l'énergie a complètement changé et il sera très difficile de retrouver les niveaux d'avant. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions comme elles ont été posées dans le chat, au fil de l'eau, on pourra vous répondre. Donc encore merci Antoine, et du coup passons à la suite du sommaire. Donc là, pour cette deuxième partie, je vais vous faire aussi un petit focus, un décryptage de ce qu'on a pu entendre au niveau de la presse, mais notamment au niveau des gouvernements, avec les allers-retours entre les différents gouvernements et le déséquilibre géopolitique qu'il y a eu et politique interne en France, pardon, en fin d'année, en début d'année, où pas mal de changements vont évoluer sur vos factures d'électricité et de gaz. Donc, dans un premier temps, on va parler des taxes qui ont été renommées assises. Avant, elles s'appelaient TICGN. Et pour le gaz naturel. Donc, on va commencer par cette taxe. On voit un peu l'historique de l'évolution de la taxe sur le gaz naturel. Donc, pendant la période de crise, elle était autour de 8 euros du mégawattheure. Elle a été augmentée de 8 euros en 2024 pour changer fin d'année sur les premiers de loi finances pour passer à une vingtaine d'euros, puis finalement au 1er février passer à 17,16 euros pour retourner encore une fois à un nouveau seuil à 15,43 euros au 1er août. Donc on a beaucoup entendu que tout allait être mis en ligne au 1er février, que ce soit sur les abonnements, les taxes, etc. En fait, on voit qu'il y a eu encore des allers-retours suite au 49.3 qui a appliqué la nouvelle loi finance. Donc ça, c'est pour le gaz naturel. Et sur l'électricité, on a eu un peu les mêmes allers-retours. Particularité sur l'électricité, ou pour les années de crise qu'évoquait Antoine juste avant, 2022-2023, l'État avait choisi, via un bouclier tarifaire, de mettre les taux d'assises, donc TICFE, autrefois appelé aussi CSPE, au taux le plus bas du droit européen, c'est-à-dire à 50 centimes d'euros du mégawattheure pour les sites supérieurs à 36 kVA. Donc ça va être vos tarifs jaunes et verts anciennement, donc les piscines, les salles de sport, vraiment les gros consommateurs des collectivités ou des EHPAD. Et le taux minimal pour les tarifs bleus, enfin à 36 kVA, plutôt l'éclairage public ou les plus petits compteurs, était à son taux minimum de 1 euro du mégawattheure. Donc là, annoncé anciennement par Bruno Le Maire, la fin du bouclier tarifaire arrive en 2025. Donc au 1er février, nous avons basculé à 26 euros du mégawattheure, par exemple, pour les tarifs supérieurs à 36 kVA. Et nous rechangeons une nouvelle fois au 1er août à un taux qui était différent sur les 3 segments tarifs vert, jaune et bleu. Ils vont en fait aligner au 1er août les taux des tout compteurs supérieurs à 36 kVA, donc tarifs jaune et vert à 25,79, et les tarifs bleus, donc qui concernent aussi les compteurs que l'on a pour tous les particuliers, à 29,98 €. Second changement, donc après les taxes, dans les taxes en finale, il y a la taxe du gaz naturel
et la taxe d'électricité, mais vous avez une taxe bien connue, c'est la TVA. Et en fait, la TVA, il était aujourd'hui appliqué, jusqu'à aujourd'hui, à un taux réduit, c'est-à-dire à 5,5% pour la partie, entre guillemets, fixe de la facture, qui concerne l'acheminement ici du gaz naturel. Donc l'acheminement et distribution du gaz naturel, en fait, c'est votre droit à utiliser le réseau de GRDF et de GRT Gaz, et une taxe qui était un pourcentage de cette partie fixe de l'acheminement, qui était aussi à 5,5%. Donc au final, au 1er août, tout est aligné et tout passera à 20%. Donc la TVA, quand vous aurez une facture hors taxe, vous n'aurez plus à dissocier la partie fixe de l'acheminement et la taxe dédiée, mais tout sera appliqué à une TVA de 20%. Même mécanique pour l'électricité, où on retrouve, donc là, cette fois-ci, c'est le TURP, donc c'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Donc c'est ce que vous payez sur votre facture et que le fournisseur retransmet à l'euro à Enedis dans ce cas-là, et qui était aussi de 3 composantes, où la TVA appliquée était à 5,5%. Donc on retrouvait une composante de comptage pour le droit d'avoir un compteur d'énergie type Linky, etc. Votre composante de sous-tirage par rapport à la puissance souscrite de votre compteur en euros par kVA par an, et une composante de gestion qui est pour toute la gestion informatique et technique d'Enedis. Et de la même manière que pour le gaz, vous avez une CTA qui prend un pourcentage de cette part fixe de votre acheminement. Donc encore une fois, au 1er août, homogénéité de l'application de la TVA, fini le taux réduit sur les parts fixes d'acheminement, et toute votre facture sera assujettie à une TVA à 20%. Suite aux taxes, il y a 3 parties dans une facture. Vous pouvez le voir à droite sur le petit camembert, où vous avez 50% pour les prix actuels 2025, où c'est l'électricité. Donc c'est là où on joue avec les fournisseurs et la mise en concurrence via le groupement d'achat. On vient d'évoquer 25% de la facture qui concerne les taxes et la TVA. Et la dernière partie de votre facture d'électricité ici, c'est le TURP que j'évoquais, qui est retransmis à Enedis. Et au final, la CRE, qui définit le tarif d'utilisation d'électricité, a annoncé plusieurs changements de ce tarif. Donc nous sommes actuellement dans le TURP 6. Au final, le TURP est renouvelé tous les 1er août sur une période de 4 ans, donc avec plusieurs augmentations toutes les années, mais la structure en elle-même de ce tarif est renouvelée tous les 4 ans. Donc ici, nous arrivons en fin de TURP 6 au 31 juillet 2025. Cette part d'acheminement va être augmentée de 12%, et ceci en 2 fois. Donc on va revoir ici, ça a été annoncé aussi en fin d'année, une augmentation du TURP qui devait augmenter, comme je le disais, au 1er août 2024, a été décalée pour éviter des allers-retours entre les tarifs réglementés de vente d'EDF et le TURP. Donc l'augmentation de 4,80% a été décalée du 1er août au 1er novembre 2024. Elle prenait en compte l'inflation et le rattrapage des mois perdus depuis le 1er août. La seconde augmentation de ce TURP a été effective au 1er février 2025. Pourquoi? C'était aussi pour avoir, comme ça a été évoqué dans la presse, par un seul mouvement des tarifs réglementés de vente d'EDF qui ont été mis à jour au 1er février 25. Ils ont mis aussi à jour le TURP au 1er février 25. Lui qui augmentait de 7% et la partie énergie du TRV d'EDF qui, elle, diminuait. Donc un seul et même mouvement tarifaire à l'échelle globale TTC du tarif réglementé, et du coup une augmentation de 7% pour le 1er février 2025, avec le début des nouvelles dispositions du TURP 7 qui va débuter au 1er août 2025, que je vais vous présenter juste après, où là on va prendre en compte la modernisation des réseaux d'électricité, le développement des infrastructures. On ira dans le détail juste après. Donc
Là, on vient de voir les deux premières parties de la facture, donc les taxes où à l'intérieur on a les taxes gaz et élec et la TVA. Dans un second temps, on vient de voir l'acheminement d'électricité qui augmente elle aussi. Et la dernière partie, c'est la partie sur laquelle nous mettons en concurrence via le groupement d'achat les fournisseurs d'électricité. Et là, on va voir, comme l'évoquait Antoine au tout début du webinaire, qu'on ne retourne pas au niveau d'avant-crise et on va avoir des graphes assez parlants sur ce sujet. Pour premier exemple, on va prendre un tarif jaune, donc typiquement une mairie, une salle de sport, supérieur à 36 kVA, donc un gros consommateur. Lorsque les fournisseurs sont mis en concurrence via le groupement d'achat, ils nous remettent une offre avant la livraison d'électricité souhaitée. Typiquement, pour la période de marché 2021, 22, 23, les fournisseurs ont été mis en concurrence et ont remis une offre sur l'ensemble des compteurs en 2020. En 2020, nous étions plutôt dans une période très instable au niveau du Covid, mais énergétique plutôt stable. Et du coup, les fournisseurs, lorsqu'ils ont remis typiquement une offre pour le tarif jaune supérieur à 36 kVA, ils ont mis une marge en euros du mégawattheure, une marge, c'est un abus de langage, un coût de fonctionnement du fournisseur, donc interlocuteur privilégié que vous pouvez avoir tous les jours pour vos ajouts et retraits de points de livraison, l'espace client, la relation clientèle, etc. Donc tous ces coûts de structure, plus un coût assurantiel par rapport au marché, si le marché est stable et les signes et les indicateurs sont au vert, qui était aux alentours de 15 euros du mégawattheure. Donc remise des offres en 2020 pour une livraison 2021, 22, 23, avec un coût du fournisseur autour des 15 euros du mégawattheure. Pour la seconde période, on voit un coefficient x10. Pourquoi? Puisque en fait, les fournisseurs, ils ont remis leurs offres pour la livraison 2024-2025 en 2023. 2023, on l'a vu sur les graphes de tout à l'heure, où le prix de l'électricité était largement au-dessus des 200 euros. Et les fournisseurs, en fait, dans cette période-là, prenaient un risque. C'était un peu comme un assureur de l'énergie et de l'équilibre du réseau. Ils n'avaient pas de visibilité sur la production d'énergie en Europe et mondiale, l'approvisionnement de gaz, des énergies renouvelables, de l'électricité. Donc, ils apposaient sur les heures plein hiver, qui sont vraiment les moments tendus de l'approvisionnement d'électricité tout au long de l'année, une centaine d'euros du mégawattheure. Donc on voit qu'on est passé d'un moment des fondamentaux très positifs et une visibilité sur le marché de l'approvisionnement d'électricité autour de 15 euros à plus de 100 euros quand on remet une offre en période de crise pour les années suivantes. Et enfin, pour le prochain marché, celui où on est en train de prendre des positions, comme l'évoquait Antoine tout à l'heure, les fournisseurs ont remis leurs offres en 2024. 2024 qui a été une année plutôt positive sur les fondamentaux de production d'énergie, comme on l'a évoqué juste avant, où là, les fournisseurs sont revenus à une baisse de 7 euros du mégawattheure de coût de fonctionnement et assurantiel, mais on ne retrouve pas les coûts d'avant autour de 15 euros, mais plutôt autour de 40 à 30, une trentaine d'euros pour ces tarifs supérieurs à 36 kVA. Et ici, vous avez l'exemple pour de l'éclairage public, donc significativement les mêmes. On obtient le coefficient x10 entre 2021, 22, 23 et 2024, 25 avec cette baisse aux alentours des 30 à 20 euros pour ces compteurs inférieurs à 36 kVA, dit anciennement tarif bleu. Donc après avoir vu ces trois parties de la facture qui sont impactées, au final, on le voit par différentes variables, on va faire un point sur les évolutions de ces trois parties séparément. Donc pour rappel, hein, je l'évoquais juste avant, la partie énergie à 50% de la facture TTC concerne le prix de l'électron où nous prenons nos positions sur les courbes où on voyait tout à l'heure avec Antoine, le coût des services associés que j'évoquais juste à l'instant avec le x10 entre 2021 et 2025, les C2E, la capacité et on va dire le markup du fournisseur. L'acheminement, le TURP qui est redrivé vers Enedis, et puis les deux taxes, donc l'ACIS et la TVA. Et en fait, on voit entre 2021 et 2025 des augmentations un peu généralisées dans toutes les parties de la facture, et encore plus, on le comprend pourquoi, sur la partie de l'énergie. Et vous avez le même graphique pour les tarifs bleus inférieurs à 36 kV.
Une fois avoir présenté un peu toute ces évolutions sur toutes les structures de la facture et comprendre que nous, quand nous fixons via nos stratégies d'achat, on subit en fait pas mal d'allers-retours structurels liés au marché, on peut aussi quand même se comparer à ce que propose l'État pour le tarif réglementé de vente. Alors, c'est assez récent, c'est depuis le 1er février 2025. L'État propose un retour des tarifs réglementés de vente d'EDF pour les compteurs supérieurs à 36 kVA pour les collectivités éligibles. Et pour cela, il faut que les collectivités aient moins de 10 ETP, moins de 2 millions de recettes. Du coup, à partir du 1er février 2025, le TRVE d'EDF est de retour pour ces collectivités éligibles. Donc on peut se comparer un petit peu à ce tarif un peu plus national et régulé et voir qu'au final, les tarifs appliqués et négociés, on va dire, par le TE44 pour 2025 sont inférieurs, mis à part un petit 7% sur les heures plein hiver, aux tarifs réglementés de vente d'Enedis. Donc on voit qu'on est à environ un tiers moins cher pour les autres variables. Sur le tarif supérieur à 36 kVA, vous avez ici les tarifs heure pleine, heure creuse pour vos compteurs plutôt à consommation tertiaire et pour vos petits compteurs en base qui ont un même prix tout au long de l'année à moins 8%. Alors voici pour ce premier chapitre d'évolution, vous l'avez vu sur toutes les composantes en plusieurs périodes de l'année. Donc assez compliqué à décrypter quand on est une collectivité qui a beaucoup d'autres sujets à gérer. Donc c'est pour ça qu'il était important pour nous de refaire un petit focus là-dessus et reprendre de la hauteur pour montrer où sont les impacts de toutes ces annonces que l'on entend via les niveaux canaux d'information. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, on vous enverra la présentation dans un second temps. Et voilà, n'hésitez pas sur le chat si vous voulez des éléments supplémentaires. Suite à cette démonstration, on va voir les impacts sur les budgets des collectivités, c'est-à-dire sur le montant en euros TTC. Donc on va faire dans l'ordre des 4 différents lots du groupement d'achat actuel. Donc pour les budgets 2024-2025, donc sous forme de graphique, on revoit au final ces plusieurs niveaux entre 2021-22 et 2023. La crise étant arrivée en 2022, nous avions construit notre prix 2023 dans ces prix très élevés du gaz naturel. Et nous subissons, malgré une baisse, on va voir, de nos prises de position et de construction de prix pour 2024, 25, 26, on subit en fait les différents markups euros du mégawattheure fixe du fournisseur qui ont fait x10 évoqué juste tout à l'heure. Donc c'est pour cela qu'on peut se dire, on entend que le prix du gaz naturel baisse et retourne à des niveaux d'avant-crise. Mais nous, en parallèle de ça, en face cachée, nous subissons toujours les coûts et les prises de risque des fournisseurs lors de leur remise des offres. Sachant que, comme Antoine l'a évoqué tout à l'heure, nous avons commencé à couvrir 2026. On verra le détail tout à l'heure. Donc pour vos budgets collectivités, c'est un peu le même principe qu'on vous met à disposition via le guide d'exécution du marché à chaque webinaire. Vous pouvez prendre votre consommation de l'année précédente et appliquer le pourcentage qui est présenté dans le tableau sous les histogrammes. Hop. Pour le lot 3, électricité, donc c'est une nouvelle fois Engie le fournisseur. Donc, on voit que l'écart entre chaque année est encore plus significatif suivant les typologies de compteurs. Donc là, vous retrouvez toutes les typologies de compteurs que vous avez dans vos collectivités. Donc encore une fois, les C4, tarif jaune, supérieur à 36 kVA. Les C2, C3, tarif vert, vraiment les gros consommateurs, ça va être vos piscines, vos cycles de l'eau etc. Supérieur à 250 kVA, pardon. L'éclairage public, les bases et les heures pleines, heures creuses. Pardon. Donc on voit de la même manière en fait l'évolution et une descente pas nette mais assez progressive qui est notamment liée encore une fois aux augmentations des taxes, de l'acheminement et à une baisse progressive de l'euro du mégawattheure de fonctionnement des fournisseurs lorsqu'ils remettent leurs offres. Pardon. Et pour le coup, 2026 est complètement finalisé. Donc, vous pouvez réellement prendre les pourcentages que vous voyez à l'écran pour préparer vos budgets 2026 dès à présent.
si est tenté qu'il n'y ait pas de nouvelles annonces de l'État ou un nouveau gouvernement qui pourrait de facto changer à minima les taxes, donc c'est-à-dire les taux d'assises, gaz et élec, et peut-être un retour de la TVA à taux réduit sur la part fixe des factures. Ce qui est important à noter, on le verra après, c'est qu'à partir de 2026, nous n'avons plus l'Arenh, et on verra l'impact de la moitié de notre coût de l'électron à 42 € par rapport au prix 2025 à 2026. Donc là, c'était les deux lots classiques. Pardon. Nous allons juste vous présenter les deux lots énergie verte. Donc le premier, c'est le lot biométhane, où c'est Gaz de Bordeaux le titulaire du marché. Et là, de la même manière, en fait, on voit que même si dans ces lots-là, nous avons demandé une traçabilité du biométhane avec des garanties d'origine que nous remet Gaz de Bordeaux pour tracer d'où viennent les mégawattheures injectés de biométhane sur le réseau et que ce soit équivalent aux collectivités qui ont mis des points de livraison de gaz naturel dans ce lot en question. On voit tout de même qu'il est influencé par le marché. Typiquement, c'est Gaz de Bordeaux, quand ils ont remis leur offre, il y avait moins de visibilité en remettant une offre en 2023 qu'en 2024. Le marché était 20 € moins cher. Donc, on voit la différence tout de suite dans le prix TTC et le budget en euros du mégawattheure TTC. Même analyse pour le lot électricité verte. On voit la remise des offres d'un prix fixe de la part de Selfie. Dans les anciens marchés, c'était Enercop le fournisseur. Et nous voyons directement l'impact et la baisse attendue en 2026, si tant est qu'au final, l'acheminement et les taxes ont tout de même augmenté. Nous avons quand même compensé ces augmentations des autres composantes de la facture par un prix plus attractif. Et la construction des prix qu'évoquait Antoine tout à l'heure. Donc pour le gaz naturel, nous avons la possibilité de construire notre prix en 5 fois. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui en 2025, nous pouvons construire notre prix 2026-2027 à tout moment. Nous envoyons un mail au fournisseur, nous demandons à Engie, propose-moi un prix pour 20% du besoin des 100 gigas du groupement d'achat pour 2027. Il nous remet un prix et avec Antoine, nous pouvons analyser si ce prix est cohérent avec ce que l'on voit sur la bourse du gaz naturel ici. Et nous pouvons refuser ou accepter leur offre valable 10 minutes. Donc là, nous pouvons comparer 2025 qui était à un prix molécule. Hein. Donc là, derrière, il n'y a pas de marge du fournisseur, il n'y a pas de coût fixe du fournisseur, ni d'acheminement, ni de taxe. C'est vraiment le coût du gaz naturel. Donc les courbes que Antoine a présentées au tout début du webinaire. En 2025, nous étions à 39 € du mégawattheure, où nous avons pris des positions au fil de l'eau pour lisser le risque en 5 temps. Pour 2026, nous avons fixé 60% en 3 prises de position. Et pour 2027, nous avons pris 2 fois 20% en prise de position. Notre objectif derrière serait d'avoir un prix du gaz 2026 de la molécule en deçà de 35 € du mégawattheure et dans le meilleur des mondes possibles en deçà de 30 € pour 2027. Et vous l'avez bien vu, cela dépend pas uniquement de notre volonté, mais de beaucoup plus de variables techniques et géopolitiques. Je l'évoquais juste à l'instant en conclusion des budgets TTC. Fin 2025, nous n'avons plus d'Arenh, c'est-à-dire dans le graphe à gauche, vous voyez la part violette, c'était l'Arenh à 42 € du mégawattheure. Et la partie bleue, c'est là où nous allons fixer sur le prix du marché de l'électricité. Factuellement, en fait, nous fixons sur 20% de ce prix de l'électricité, dans ce qu'on appelle le haut de courbe. Donc le 99 € correspond, on va dire, à 20% de l'électron. Et vu qu'il n'y avait pas assez d'Arenh pour l'ensemble des fournisseurs alternatifs comme Engie, Total, etc., même les offres de marché d'EDF sont comme ça, nous devions anticiper et acheter 35% supplémentaires d'Arenh qui allait nous manquer. Donc au final, c'est un peu des Lego. Nous avions 44% à 42 € pour la partie Arenh, puis le reste à 82 et 74 €, ce qui nous faisait un coût de l'électron, confondu Arenh et prix de marché, à 67 €. Pour 2026 et 2027, maintenant, nous sommes devant le marché uniquement.
Donc, si le marché s'emballe, nous allons devoir reprendre des positions sur les prix qu'on a pu voir enfin, on ne le souhaite pas, hein, en 2022, 2023, avec une grande volatilité. Donc là, pour le moment, nous avons commencé à fixer et finaliser 2026. Donc, nous allons avoir un prix de l'électron à 66 € du mégawattheure, où nous avons pris en 3 positions différentes. Et pour 2027, ce qu'a évoqué Antoine, on s'est laissé l'opportunité d'une potentielle baisse, même si on a compris que le 58 € elle a atteint plafond. Nous allons essayer de pouvoir obtenir un prix aux alentours des 60 € du mégawattheure en 2027. Alors, je vous propose de faire une petite pause questions-réponses avant de passer à la campagne d'optimisation tarifaire, Donc, le il y a des nouveau questions sur le TurboSep. chat? Ouais, Pardon, c'est ça. pardon. Voilà. Je te laisse y répondre, Romain, Ouais, alors je vais lire notamment les sur. deux. Alors, je vais commencer avec celle de Jonathan. Est-ce que dans nos outils DeepKey, peut-on faire une extraction des dépenses par type de comptage? Oui, tout à fait. Il y a un filtre par segment où vous allez pouvoir retrouver au final les C4, C2 et C5 que je vous évoquais avant sur tous les différents tableaux. Donc, sur DeepKey, vous pouvez en effet faire un export par type de comptage. Du coup, vous allez avoir votre volume en mégawattheure d'énergie pour les C5, typiquement pour votre commune, et appliquer les pourcentages qu'on vous a présentés à l'instant en TTC. Autre question, celle de Monsieur Moreau, qui est formulée en deux temps, Oui, mais c'est la même question finalement. oui. Comment l'augmentation annoncée des taxes pour 2025, août, est-elle prise en compte dans la projection annuelle des prix TTC? Eh bien, on l'a pris en 2 fois, si vous voulez. J'ai construit le prix 2025 avec 50% de la taxe du 1er février au 31 juillet, puis 50% de la taxe pour le second semestre de l'année. Donc, vous n'avez pas à refaire des produits en croix, etc. Vous pouvez vraiment utiliser les tableaux TTC qui ont été affichés à l'écran. Toutes les augmentations des 3 parties de la facture, taxes, acheminement et énergie, sont prises en compte. Donc, vous pouvez appliquer. Donc, par exemple, suite à la question de Jonathan dans SNI, vous pouvez extraire les données de CIDEConso par segment et appliquer les pourcentages présentés en TTC précédemment. Merci, Romain. En tout cas, il n'y a pas d'autres questions sur le chat Très bien, sur cette partie-là. ok, Peut-être peux-tu poursuivre. Merci. très bien, merci Isabelle. Donc, un petit focus sur la campagne d'optimisation tarifaire d'électricité et l'évolution du turbo. Alors, pour rappel, l'optimisation tarifaire, qu'est-ce que c'est? Donc là, on parle vraiment que d'électricité. Chaque compteur de vos collectivités possède une puissance souscrite qui correspond à une puissance maximale pour répondre aux besoins du bâtiment qui est rattaché à ce compteur. Typiquement, une armoire éclairage public qui a 2 kilowatts de points lumineux sur cette armoire en question a besoin d'une puissance souscrite au final de 2 kVA. Eh bien, l'idée derrière, c'est de faire une rétrospective des 12 derniers mois glissants de toutes les puissances maximales atteintes de l'ensemble des 10 000 compteurs du groupement d'achat et de regarder s'il n'y a pas des possibilités de rééquilibrer au même niveau les puissances souscrites aux puissances max atteintes. Pourquoi? Quel impact derrière? Ça joue sur l'euro du kVA du turb qu'on a évoqué tout à l'heure, qui en plus notamment augmente au 1er février et au 1er août. Donc ça, c'est la première partie, c'est regarder puissance utile, le besoin de votre compteur par rapport à votre puissance souscrite chez Engie. Et on voit si on peut optimiser à la hausse ou la baisse. Le deuxième point, c'est la formule tarifaire d'acheminement, où là, au final, typiquement, l'éclairage public, c'était en longue utilisation, c'est-à-dire qu'on consomme toujours de la même manière et sur une grande période de l'année, alors que quand nous sommes en heure creuse, heure pleine, on appelle ça de la moyenne utilisation, où on va consommer plus la journée que la nuit. Et le dernier point, c'est les courtes utilisations. Donc, ce qu'on a présenté tout à l'heure, les CU, les bases, c'est plutôt pour les petits compteurs. Typiquement une borne de marché, une borne d'info lumineuse sur la place de votre mairie, etc. Donc en fait, on va demander dans notre cahier des charges au fournisseur en question d'analyser ces deux parties et voir quelle est la plus optimale pour le besoin et la consommation de vos compteurs.
Donc on voit une petite illustration ici. Vous retrouvez ce graphe sur CD Conso en vous connectant au niveau du compteur. Vous avez la courbe de charge pour voir les consommations toutes les 10 minutes, les points de puissance max atteintes et ce graphe qui compare les puissances souscrites et les puissances maximales atteintes. Et en 2024, donc c'était au premier semestre 2024, en avril, on vous a proposé, via notre fournisseur actuel qui était Engie, donc vous avez répondu, c'est vous, en tant que membre, qui exécutez le marché, donc qui payez les factures, mais aussi qui pouvez modifier vos factures comme vous le souhaitez, puisque aussi c'est vous qui connaissez comment fonctionnent vos bâtiments, vos salles de sport, vos mairies, etc. On ne peut pas anticiper si vous avez une extension d'une école et que vous allez avoir mettre en place une pompe à chaleur électrique. Eh ben, manifestement, il va falloir augmenter la puissance souscrite de votre compteur en question pour absorber au final l'énergie de l'extension de l'école et du chauffage de la pompe à chaleur. Et au risque que cela disjoncte pour les tarifs inférieurs à 36 kVA, ou au risque que vous payiez des dépassements de puissance souscrite pour les tarifs supérieurs à 36 kVA. Donc le focus, alors c'était un bilan plutôt positif. Engie nous a fait un retour comme quoi on était les membres, en tout cas le groupement où il y avait eu le meilleur taux de réponse. On a eu un bilan à l'échelle du groupement de 240 000 € d'économie. On voit, si on segmente en deux parties, sur les gros compteurs, donc on évoquait juste à l'instant, les C4, on avait 53 000 € d'économie validée. Donc, vous avez validé les propositions tarifaires et l'abaissement ou augmentation de puissance souscrite pour ces compteurs-là sur 312 000 € possibles. Donc, on voit qu'il y a quand même une marge de progression. Sur les 230 membres évoqués par Isabelle en intro, vous avez été quand même 134 à ne pas avoir répondu. Donc, je pense qu'on peut mieux faire sur les années à suivre. C'est vraiment des économies très simples. Et il ne faut surtout pas avoir la peur de la disjonction, surtout pour ces gros tarifs supérieurs à 36 kVA, où, dans le pire des cas, vous allez payer 10-12 € l'heure de dépassement de puissance, mais il n'y aura pas de disjonction, il n'y aura pas de rupture de fonctionnement de votre bâtiment. Comme l'éclairage public, de la même manière, il n'y a pas de disjonction d'éclairage public par rapport à la puissance souscrite. Ce qui est en risque, c'est plutôt les autres compteurs inférieurs à 36 kVA. Typiquement une petite mairie ou une petite crèche, ou etc. Où là, c'est comme dans vos habitations respectives, dans votre vie privée, où si vous enclenchez la machine à laver, le lave-vaisselle et le four, ça peut disjoncter. Donc là, pour cette partie de segment où on a donc ceux qui peuvent disjoncter et l'éclairage public, on a eu quand même presque 200 000 € d'économie sur les 400 000 € possibles. Et il y a eu beaucoup plus de réponses tout de même. Je pense que ça a été notamment lié à l'éclairage public qui a été très bien optimisé. Et il y a eu juste 82, entre guillemets, membres qui n'ont pas répondu. Avant de proposer le calendrier de l'optimisation tarifaire en masse avec Engie pour 2025, on revient à ce que je vous ai évoqué au tout début sur les évolutions des taxes. Dans un second temps, je suis venu vous présenter l'évolution du TURP. Et le TURP 6, et là, comme je vous l'ai introduit, le TURP 7 arrive au 1er août 2025 pour une période de 4 ans. Et on voit en fait qu'il va y avoir des nouveaux objectifs liés à ce TURP 7, puisque là, tous les 4 ans, on peut vraiment remodeler, que ce soit de la manière des prix ou les investissements d'Enedis sur le réseau d'électricité et de distribution. Donc là, les trois gros impacts sur le TURP 7 par rapport au TURP 6, ça va être réduire les délais de raccordement en soutirage et en injection. Typiquement, c'est lorsque vous demandez une demande de raccordement à Enedis pour une armoire éclairage public, pour une nouvelle salle de sport, etc. Ou à l'inverse, pour installer des panneaux photovoltaïques ou des ombrières. On sait tous très bien qu'il y a toujours des délais à rallonge rarement respectés de la part d'Enedis, de fait du volume, mais aussi d'autres problèmes qu'on n'évoquera pas ici. Mais n'empêche que leur idée, ils ont une ambition de répondre plus aux besoins des collectivités et avoir plus de réactivité liée aux demandes de raccordement et en soutirage et en injection sur le réseau de distribution. Ils vont aussi vouloir réduire les coupures. On sait que dans le département, au nord-ouest du département, il y a eu pas mal de coupures alors, qui étaient un peu liées au réseau de transport d'RTE, mais aussi qui ont impacté le réseau d'Enedis. Donc l'idée, c'était vraiment qu'il y ait zéro coupure et avoir un service proche du 100% du réseau d'électricité, où quand on allume sur l'interrupteur, la lampe s'allume. Il y a un nouveau aspect qui est arrivé pendant la période du TURP 6 et du coup qui n'était pas pris en compte dans la structuration du TURP.
Ça va être les deux niveaux suivants. Ça va être la flexibilité du réseau et absorber la hausse IRVE, donc ces infrastructures de recharge pour véhicules électriques et des énergies renouvelables. Donc en fait, on en a un peu fini avec la production nucléaire, hydraulique, énergie renouvelable, réseau de transport, réseau de distribution et au niveau du compteur des collectivités. Maintenant, on va pouvoir jouer sur, je vais pouvoir gérer ma consommation de mon compteur à des horaires plus intéressants que d'autres, faire de la flexibilité, de l'effacement de réseau, notamment pour les gros compteurs, c'est possible. Donc, Enedis va s'adapter à ce besoin de flexibilité, notamment côté des industriels qui ont des process et des produits où ils peuvent consommer quand il y a abondamment d'énergie renouvelable au milieu de la journée, ou à l'inverse, s'effacer en fin de journée quand tout le monde rentre chez soi et allume son four, etc. Et le deuxième point, c'est l'essor de la mobilité électrique et le raccordement des véhicules électriques. Ça déséquilibre le réseau qui était plutôt descendant. Et maintenant, en fait, on va injecter dans le réseau, on va recharger, on va se servir des véhicules électriques comme des batteries. Donc, il y a toute une technologie et une souplesse du réseau qui arrive et qui, du coup, qui est introduite dans ce Turpe 7 qui arrive au 1er août 2025. Et on voit, en fait, l'évolution des investissements d'Enedis sur le graphe à droite avec les 4 points que je viens de décrire. Plus parlant, plus schématique, derrière, qu'est-ce que c'est le Turpe 7? Eh bien aussi, ça va être aussi des nouvelles heures creuses. Donc, comme on l'a dit, il y a un essor des énergies renouvelables et une recrudescence des nombres de raccordements en réseau pour notamment du photovoltaïque sur vos patrimoines communaux, mais aussi des ombrières photovoltaïques, mais aussi d'autres énergies comme les énergies éoliennes. Donc on voit en fait des estimations des RTE, qui est le réseau de transport d'électricité, à 2030, où on voit en janvier sur le graphe de gauche la consommation à l'échelle française en bleu foncé, sur le trait noir, pardon. La production éolienne en bleu clair et la production photovoltaïque qui est en jaune. Et on voit du coup l'écart où on consomme beaucoup moins d'énergie l'été, puisque pas de chauffage, etc. Et augmentation de la production photovoltaïque pendant l'été, du coup pendant la journée. Donc pour répondre à ce nouveau équilibre du réseau, ce que propose Enedis via son Turpe 7, en fait, c'est l'arrivée des heures creuses et la possibilité de mettre des heures creuses dans la journée quand il y a une abondance d'énergie renouvelable sur le réseau. Donc, ce que ça va donner, ça va vous donner des tarifs plus attractifs. Donc, la part acheminement qu'on évoquait tout à l'heure, il y a une partie variable. Ça va vous permettre de, si vous passez vos consommations, typiquement les ballons d'eau chaude des vestiaires ou le chauffage, vous pouvez le basculer en milieu de journée pour avoir des tarifs plus intéressants. Donc, on reviendra vers vous dans l'application exacte avec plusieurs possibilités. Mais là, vous pouvez voir juste un petit exemple où, par exemple, vous pouvez avoir 5 heures creuses minimum dans la nuit et 3 heures creuses maximum dans la journée. Donc là, l'exemple, c'est 23 heures, 7 heures dans la nuit, 5 heures, et 3 heures la journée de 11 heures à 17 heures, qui corrèle un peu avec la production solaire. Et là, dans un exemple, on voit à gauche l'exemple de Maria qui a 16 heures creuses classiques qui se déclenchent en même temps que son ballon d'eau chaude dans son logement. Et bien là, elle pourra mettre l'ensemble de ses consommations électriques de son compteur privé, mais comme vous en mairie, vous pouvez tout basculer en heures creuses été, par exemple, et garder des heures creuses classiques, on va dire, de nuit en hiver. Donc, suite à ça, la campagne d'optimisation tarifaire, on va vous la proposer en 2 temps avec l'arrivée des nouvelles heures creuses au 1er août. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer en fait sur l'éclairage public. Pourquoi l'éclairage public? Il y a un seul tarif sur l'énergie et un seul tarif sur l'utilisation du réseau sur le Turpe. Donc, on va pouvoir optimiser la puissance souscrite de l'ensemble de vos armoires éclairage public par rapport aux 12 derniers mois glissants de consommation et de puissance maximale atteinte. Donc avec Engie, nous allons rapidement revenir vers vous courant avril avec, comme l'année dernière, une possibilité de répondre en ligne aux propositions faites par Engie sur l'optimisation de l'ensemble de vos armoires et éclairage public à la hausse ou la baisse. Il se peut que vous ayez
fait une extension avec un nouveau départ à l'éclairage public pour un nouveau lotissement, ou à l'inverse, vous avez mis en place tout un relamping et des LED, ou fait de l'extinction nocturne, etc. Et vous allez pouvoir aussi adapter soit la formule tarifaire, si vous avez changé un peu l'extinction nocturne, ou la puissance souscrite, si vous avez diminué ou ajusté ou amené une variation de la puissance souscrite de vos armoires. Donc ça, c'est la première étape. Enedis va forcer l'arrivée des heures creuses au 1er août 2025, puis à la rentrée 2025, on reviendra vers vous avec Engie pour vous proposer une campagne d'optimisation tarifaire de l'ensemble des autres compteurs du groupement d'achat auquel vous faites partie, donc pareil sur la puissance souscrite et sur la formule tarifaire d'acheminement. Donc on reviendra vers vous là-dessus. Il n'y a pas que Engie pour le coup, pour ces compteurs-là, il y a aussi Selfie pour ceux qui sont concernés par le lot énergie verte. Donc voilà la seconde grosse partie. Je vois des questions, je vais répondre en direct et puis je vais aller assez rapidement sur le point d'actu sur le CADER, puis je suis déjà à 28. Alors, Mais on est-ce a que commencé en retard. oui, exactement. Est-ce possible que les échéances d'aide butoir soient On y a distinctes? répondu en fait, Ah ok, dit très bien. madame. Donc pas de problème. Merci. Ok. Très bien. Le CADER. Du coup, c'est le contrat d'achat direct d'énergie renouvelable. Donc, je vous avais présenté un peu le projet qu'on a mené avec Nantes Métropole et de collectivités sur notre territoire, la Carène et Estuaire et Sillon, pour lancer l'aventure d'un achat d'énergie renouvelable qui est possible depuis la loi APER. Concrètement, qu'est-ce que c'est? On a dû élaborer 2 marchés. La loi APER, donc qui est arrivée en 2023, a permis aux collectivités de pouvoir acheter de l'énergie renouvelable sur une durée supérieure à 4 ans. Dans nos marchés du groupement d'achat classique, nos accords cadres et marchés subséquents auxquels vous participez, donc là typiquement le marché en cours avec Engie, on ne pouvait pas avoir un marché de 6 ans. On est obligé de renouveler pour remettre en concurrence et actualiser les prix, notamment on l'a vu, les prix fixes des fournisseurs, ça vaut le coup de les remettre en concurrence. Donc là, depuis la loi APER, on peut... Attendez, il y a un petit micro. Quelqu'un peut couper son micro? Hop, c'est bon, je l'ai forcé. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, on a lancé dans un premier temps un marché, donc via la loi APER, qui nous permet, en tant que collectivité, de signer pour la première fois un marché long terme de 20 ans avec un producteur d'énergie renouvelable. Et dans un second temps, on est en train d'élaborer, on va publier en avril là, un marché à court terme de fourniture, d'agrégation de responsabilité éligible qui ressemble un peu à nos marchés classiques. Pourquoi on a besoin d'un deuxième marché? Typiquement, quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, donc la nuit sans vent, on va avoir besoin d'énergie pour répondre à notre besoin en électricité. Et du coup, on a besoin d'un fournisseur qui va exécuter au final le marché de production. Et celui-ci, il est renouvelé tous les 2 à 4 ans. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous avons créé un groupement d'achat en parallèle du groupement dont vous faites partie. Donc, nous, on a pris les bandes de recharge du UTE 44 et notre siège. Nantes Métropole, Ville de Nantes, la moitié de leurs compteurs. La Carène a intégré ses piscines et Estuaire et Sillon, ses gymnases pour participer à ce groupement d'achat. Nous avons du coup attribué et signé un contrat avec un producteur solaire. Donc c'est tout récent, on l'a signé en janvier. Le voile sera dévoilé sur les 2 titulaires du producteur solaire éolien le 21 mai lors d'une journée nationale où on va un peu décrypter tout ce montage du CADER et de la fourniture de compléments. Donc chaque membre va signer un contrat avec un producteur solaire et un producteur éolien. Et la deuxième étape, comme j'évoquais juste avant, ça va être de mettre en concurrence les fournisseurs pour exécuter ces 2 contrats CADER pour l'ensemble du groupement, donc pour la partie fourniture, agrégation des 2 productions et équilibre entre la production et la consommation des 7 membres du CADER. Derrière, c'est 200 points de livraison et 43 gigas pour info. Donc je l'évoquais à l'oral, le planning. Donc là, comme je l'évoquais, on a attribué et eu une CAO au premier trimestre 2025, donc en janvier, et nous avons un délai avec la préfecture qui court jusqu'en avril. La deuxième partie,
Nous sommes en plein dans la rédaction du marché de fourniture et d'agrégation, donc c'est un marché qui est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le groupement d'achat, que ce soit le lot d'électricité classique ou le lot d'énergie verte. C'est vraiment un cran au-dessus, puisqu'on va demander aux fournisseurs de gérer de la donnée de production en temps réel, éolienne et PV, pour derrière sortir une facture de complément qui est soustraite des deux productions qu'adhèrent derrière. Donc publication en avril et attribution avant l'été de ce marché. Donc on vous tiendra au courant. Donc vous pourrez suivre notamment à partir toute une communication conjointe avec notre métropole sur le sujet. Sans dévoiler les heureux gagnants des premiers CADER au niveau national, au final, entre une collectivité et des producteurs sur 20 ans, juste une petite comparaison, on retrouve les courbes qu'évoquait Antoine tout à l'heure, avec les différentes moyennes sur l'ensemble des années entre 2021 et aujourd'hui. Et là, en fait, on a signé sur 20 ans avec ces deux fournisseurs, pour l'éolien à 85 € du mégawattheure et pour le photovoltaïque à 89 € du mégawattheure. Donc on voit qu'au final, en période de crise, on va avoir une partie fixe où ce sera stable, notamment pour les services comptables et les contrôles de gestion. C'est un luxe d'avoir une partie d'une facture d'énergie où on a une visibilité sur 20 ans. Ça permet de pouvoir voir un peu devant soi et d'anticiper en fait ses investissements et son fonctionnement. Et c'est ces deux prix que j'évoquais juste avant de photovoltaïque et d'éolien, on les retrouve à l'échelle du groupement des 7 membres du groupement CADER. C'est 20% sur l'éolien, 10% sur le photovoltaïque, sachant que le reste, les 70%, on a choisi d'avoir une électricité avec le marché de fourniture à haute valeur environnementale, un peu équivalent à notre lot selfie actuel, où derrière, on va mettre en concurrence les fournisseurs sur une exigence avec des garanties d'origine, de l'achat conjoint qui nous présente d'où vient l'énergie qui va nous remettre à hauteur de 70% de manière annuelle sur ce groupement de 43 gigas. Donc l'ambition politique de nos élus, que ce soit TE44 et de Nantes Métropole, ainsi que sur notre territoire de la Carène et des Estuaires-d'Échillon, c'était d'avoir un approvisionnement d'énergie à partir de 2026 à au moins 30% d'énergie renouvelable via un contrat d'achat direct et le reste via de l'énergie à haute valeur environnementale. Ce qui est un autre enjeu derrière, c'était, je l'évoquais avant, la fin de l'Arenh 2025. En fait, on peut se dire qu'on a remplacé la part fixe de l'Arenh qui était 50% de notre prix à 42 € par 30% de notre prix par du renouvelable de producteurs locaux, entre guillemets. Voilà. Et vu que nous avions commencé à Merci 13h35, Romain. il est tout pile 13h35. Eh bien, bravo, merci à Romain Buffet. Avez-vous les uns et les autres des questions au-delà de ce qui figurait dans le chat? J'allais dire, c'est le moment. Exactement. Mais en fait, il sera toujours temps, puisque Romain se tient quand même à votre disposition, bien évidemment, pour des précisions. Écoutez, s'il n'y a pas de remarques à ce moment-là précis, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce webinaire qui est donc enregistré sera très prochainement, en début de semaine prochaine, mis en ligne sur notre site internet, ainsi que le diaporama. Et dès lors, si vous avez des questions, oui, c'est ça, c'était très dense, on relira la présentation à tête reposée et je le conçois aisément. En tout cas, merci de votre attention. Et puis, on met tout ça en ligne très bientôt et on vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt.